Oui, je peux pas m'en passer. Je la vois au Sénat, je la vois à la ville de Marseille. On la voit désormais du côté du Conseil régional avec votre ancien premier adjoint, Monsieur Maurice Muselier. Non, c'était Renault avant qu'il ne prenne la nationalité mauricienne pour y faire ses petites affaires. Parce que Monsieur Muselier, qui croit en Marseille, investit, lui, à l'étranger. Enfin bon, ça c'est un détail. Bien, donc Monsieur le maire, mes chers collègues, ce n'est que depuis qu'a éclaté l'affaire dite du SAMU social, qui a fait la une de l'actualité, qui continue à alimenter les gazettes, que le non-respect de la durée légale du temps de travail des agents de la ville de Marseille a commencé à donner des sueurs froides à votre majorité et à votre haute administration. En effet, jusqu'à une époque récente, l'attitude que vous avez adoptée consistait à ignorer superbement les remarques et les préconisations des magistrats de la Chambre régionale des comptes qui, en 2006 déjà, puis à nouveau en 2013, ont souligné avec insistance l'illégalité du dispositif fixant à 1567 heures annuelles au lieu de 1607 la durée du temps de travail des agents municipaux. Alors, Monsieur le maire, si l'on peut admettre que dans les années 2000, lors de l'institution de la réduction du temps de travail, sa mise en œuvre ait été rapide et de ce fait calquée sur des organisations préexistantes non réexaminées, que le souci de ne pas perturber le fonctionnement des services municipaux par des remises en cause brutales ait conduit au maintien de l'organisation du travail en place et la préservation des usages, comme celui des jours des congés supplémentaires, qu'à Marseille, arguant de suggestions particulières comme la loi le permet, le temps de travail était fixé par dérogation à 1567 heures au lieu de 1607, que le préfet de l'époque n'ait rien trouvé à redire sur cette disposition, vous l'avez rappelé. Si l'on peut admettre toutes ces dispositions, Monsieur le maire, on ne doit cependant pas oublier que depuis 1991 et l'arrêt du Conseil d'État Brasseur, que l'absence d'observation de la part du contrôle de légalité n'est pas une garantie de la légalité de l'acte. Il n'en demeure pas moins vrai qu'en 2006, et à nouveau 7 ans après, en 2013, la Chambre régionale des comptes a souligné dans ses rapports qu'une jurisprudence constante du Conseil d'État avait précisé, d'une part, que la durée horaire annuelle de 1607 heures était à la fois un plancher et un plafond, et que, d'autre part, dans le cas où des suggestions particulières permettraient de diminuer l'horaire légal, il revenait, je cite, à la collectivité de préciser les types d'emplois concernés et d'en décrire précisément les raisons pour chacun des emplois concernés. Elle ajoutait « La ville de Marseille, en rétablissant des horaires de travail légaux, ferait une économie qui peut être estimée à 10 millions d'euros par an et accroîtrait sans dépenses supplémentaires une capacité de travail représentant 280 équivalents temps plein. 280 bigres. Madame le maire des 13e et 14e arrondissements se contenterait de 5%. Face à ces avertissements parfaitement clairs, vous n'avez rien fait ni en 2006 et a fortiori ni en 2013, à la veille des élections municipales. Et ce n'est pas le rappel des dates et ordres du jour des différents comités techniques réunis depuis 2013 figurant dans le rapport que vous nous soumettez qui va prouver le contraire. Ce n'est, encore une fois, que de la poudre aux yeux. Le comité technique doit se réunir 2 fois par an au minimum et l'examen des ordres du jour démontre que les questions touchant à l'organisation du temps de travail étaient très limitées et ne concernaient qu'une catégorie d'agents ou constituaient des ajustements liés à l'évolution normale des missions. Rien qui ressemble à un programme ambitieux de réforme de la gestion du temps de travail comme vous avez eu l'impudence de le prétendre, ou d'une réflexion globale sur l'instauration d'une durée de travail conforme à la loi comme l'exigeait la Chambre. Vous avez même eu l'outrecuidance de répondre aux observations des magistrats que vous ne mettriez pas leurs recommandations en œuvre. Le déni et la provocation trouvent aujourd'hui une réponse cinglante et une contre-attaque judiciaire à venir qui peut être sanglante. En attendant, la couverture médiatique est pour l'image de la ville et de ses agents terriblement blessante. Car par votre scandaleuse inaction et votre inacceptable refus de vous conformer à la loi, rien de moins, vous avez privé les Marseillais pendant des années de recettes dans un environnement financier dont vous plaisez à chaque budget de souligner les contraintes qui ont servi de prétexte à vos incessantes augmentations d'impôts. Mais loin de protéger les agents comme vous le prétendez, vous les avez au contraire pris en otage
dans le conflit qui vous oppose à la Chambre et peut-être demain au tribunal. Et vous les exposez à la vindicte populaire en ternissant gravement leur image. Aujourd'hui, seule l'épée de Damoclès que représentent les risques d'inculpation encourus, notamment pour détournement de fonds publics, vous pousse à agir. C'est dans la précipitation que vous avez pris un certain nombre de mesures pour, comme on dit couramment, essayer de limiter les dégâts. Elles vous reviennent dans la figure comme autant de boomerangs. Dans l'affaire du SAMU social, votre dépôt de plainte contre qui, s'interrogent certains avec ironie, a abouti à la saisine du parquet national financier et une enquête élargie au fonctionnement d'autres services assortie de perquisitions des bureaux de la direction des ressources humaines. La délibération que vous avez soumise au conseil municipal dans sa séance du 11 décembre dernier, au terme de laquelle vous avez obstinément réaffirmé le maintien de l'horaire de 1567 heures par an et fait valider les cycles de travail, a été retoquée par le préfet et vivement critiquée par les syndicats. Alors, votre haute administration perd son sang-froid et prétend imposer aux syndicats la réorganisation du temps de travail au pas de charge, sous la menace d'en discuter directement avec la police judiciaire. Halte au feu, monsieur le maire, halte au feu. Ce n'est pas parce que, pour d'évidentes raisons clientélistes, vous n'avez rien voulu faire pendant des années qu'il faut aujourd'hui réorganiser le temps de travail des agents à la va-vite dans la crainte de poursuites pénales. Il est temps de retrouver la raison et de régler la situation que vous, vos services, avez laissé pourrir par votre impéritie en organisant une concertation large et approfondie avec le personnel dans le cadre d'un dialogue social authentique, c'est-à-dire avec l'ensemble des syndicats. Aujourd'hui, c'est dans un cadre positif, négocié, qu'il faut revenir à la règle de droit qui s'impose à tous, et non pas dans la précipitation et sous les invectives de la hiérarchie. Même si vous en appelez d'ores et déjà à la venue à Marseille de M. Castaner, vous n'êtes pas obligé, monsieur le maire, de prendre les devants en appliquant la méthode Macron de la mise en marche forcée et autoritaire pour mettre les agents au pas. Au contraire, les nécessaires discussions et négociations sur le temps de travail doivent être l'occasion d'une réflexion plus globale et dynamique sur l'adaptation du service public aux attentes des usagers, sur l'organisation, sur les compétences et la formation de l'encadrement, sur les conditions de travail. Toutes les pistes, notamment celles des horaires variables, celles de la définition des réelles suggestions susceptibles de dérogation à la durée légale, celles des enjeux numériques sur l'organisation doivent être explorées dans la perspective d'un accord gagnant-gagnant, administration-agent, mais aussi usagers et contribuables. Cette démarche prend du temps, mais c'est à cette condition qu'il sera possible d'aboutir à une réorganisation pérenne, reposant sur un climat social apaisé. Le temps de travail est un élément central de la qualité de vie au travail. Il n'en est pas la variable d'ajustement. Il appartient donc à chacun de mesurer l'importance de ces sujets au regard des exigences du service public et des attentes légitimes des usagers. Le rapport d'aujourd'hui se limite à rappeler les principes qui doivent présider à cette réorganisation du temps de travail, mais il institue un cycle de travail de référence de 38h25, précisant que d'autres cycles de 35 à 40 heures peuvent être simplement envisagés, car on comprend bien que la coexistence au sein d'un même service de cycles de travail différents n'ira pas sans poser quelques problèmes d'organisation. Parce que les échos que nous avons des conditions dans lesquelles se déroulent les discussions avec les différents partenaires sociaux ne témoignent pas de la qualité du dialogue social. Parce que ce rapport se contente de rappeler les grands principes légaux applicables au temps de travail des agents et d'abroger la délibération du 17 décembre 2017. Parce que le cycle de référence standard qu'il institue est un cycle de 38h25 et qu'il encourt de ce fait la même censure que celle prononcée par le juge des référés qui a suspendu l'exécution de la délibération de la métropole du 14 décembre 2017, les autres cycles n'étant envisagés que comme une dérogation au cycle standard, notre groupe s'abstiendra sur ce rapport. Ça a été dit l'année passée puis l'année d'avant, car les budgets qui se succèdent se ressemblent, il est vrai. Je voudrais quand même vous faire part du fait qu'on est un petit peu choqué de ce que vient d'affirmer notre collègue Monsieur Blum dans son numéro d'autosatisfaction. Parce que, au-delà des
des slogans, au-delà des chiffres, il y a une réalité marseillaise. Il y a une réalité du quotidien des 870 000 Marseillais. Vous évoquiez, Monsieur Blum, ce résultat positif qui se traduit par une augmentation de la population marseillaise depuis quelques années. Mais alors, moi, je vous pose la question, mais de quelle population s'agit-il ? Est-ce que ces néo-marseillais participent à l'enrichissement de la ville ou à son désendettement? Ou s'agit-il d'une population démunie de tout, à laquelle nous devons secourir dans tous les domaines, que cela soit l'éducation, le logement, les soins? J'ai ma petite réponse, j'ai mon avis. Vous évoquiez le déficit de construction de logements. À une certaine époque, il y avait 1000 logements construits, et aujourd'hui, il est vrai, cela foisonne. Merci, Monsieur Royer-Perrot, de 13 habitats qui participaient au saccage de nos collines et de nos derniers espaces verts, de nos derniers poumons verts, notamment dans les quartiers nord. Alors moi, je me plains souvent que les quartiers nord sont souvent attaqués, que les quartiers nord sont souvent traités différemment des quartiers sud. Alors pour une fois, vous allez traiter les quartiers sud comme les quartiers nord en massacrant la pinède de Lumini sur laquelle Madame Lelouis reviendra. Donc de ces logements, nous nous en passons, et surtout qu'il s'agit de logements sociaux qui accueillent une partie de la misère venue d'outre-Méditerranée. Vous ne parlez pas, Monsieur Blum, chers collègues, de l'augmentation de la violence, de l'hyperviolence qui s'est encore exprimée au boulevard Mireille-Lose il y a quelques jours par l'exécution de 2 individus en plein milieu de la matinée. Monsieur le maire de secteur était sur le terrain pour ramasser les cadavres ou les douilles. Vous ne parlez pas non plus, Monsieur Blum, de la montée du communautarisme, de l'islamisme et donc de la division, de la fracture qui se passe à l'intérieur même de la ville. Et vous avez quand même, il faut le reconnaître, un certain toupet en estimant seulement ou en avançant seulement ce chiffre du chômage qui veut, statistiquement ce n'est pas faux, que le taux de chômeurs soit passé de 21% à Marseille à un peu plus de 10%, mais c'est oublier que, à statistique et demie, que 20 à 25% des Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, ça c'est une réalité qui manifestement vous a échappé. Alors, ceci étant dit, depuis le matraquage, oui, mais je sais que ça ne vous fait pas plaisir, Monsieur Royer-Perrot, puisque vous êtes largement co-responsable de ce bilan calamiteux. Alors, depuis le matraquage fiscal que vous avez infligé aux Marseillais en 2015, Monsieur le maire, les budgets de la ville se suivent et se ressemblent, et pour cause. Je le rappelle pour ceux qui voudraient l'oublier, dès le lendemain de votre réélection et malgré vos promesses de campagne, vous avez non seulement augmenté les taux d'imposition de 4,9%, mais vous avez également supprimé tous les abattements. Vous avez également supprimé l'exonération de la taxe foncière pour les propriétés du Grand Port Maritime de Marseille. Supprimé à compter du 1er janvier 2015 l'exonération de la taxe foncière pendant 2 ans pour les constructions nouvelles, à l'exception de celles financées au moyen de prêts aidés par l'État ou de prêts conventionnés. Supprimer l'abattement général à la base est déjà amputé des 2/3 en 2010. Augmenter de 20% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ce qui la portera à 32,68%. Et comme il y avait péril en la demeure, vous avez aussi augmenté la taxe de séjour au taux maximal. Le malheur, c'est que ni le niveau de l'investissement, ni la diminution des dotations de l'État ne justifient le niveau de ce racket fiscal. C'est votre impéritie qui seule a nécessité cette augmentation de la charge des impôts, et elle ne suffit même pas à redresser les finances de manière significative, puisqu'il vous a fallu recourir à la création ou à l'augmentation de recettes annexes et, bien entendu, à l'augmentation des droits de stationnement. Ces hausses vertigineuses de la fiscalité ont tout juste permis d'éviter la révélation du déficit réel que vous avez creusé dans les finances communales, mais elles n'ont pas permis la restauration de la moindre marge de manœuvre.
Ces marges de manœuvre que vous avez anéanties par votre gestion à la petite semaine, par vos investissements dispendieux et inutiles, alors que nos quartiers, nos villages, manquent cruellement d'équipements de proximité et que ceux existants, équipements sportifs, culturels ou écoles, sont abandonnés ou dans un état déplorable, au point que vous devez vous en remettre à la providence départementale Sainte-Martine payée pour nous. Parce que budget après budget, vous vous êtes toujours montré incapable de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Vous avez enfermé notre ville dans un cercle vicieux. Faute de maîtrise de ces dépenses, vous avez été dans l'incapacité de dégager une épargne suffisante pour financer l'investissement à une hauteur compatible avec les ressources récurrentes de la ville. Par conséquent, vous avez financé les quelques investissements de la ville, dont l'inédarable palais de la glisse ou de la glace, du gouffre surtout, par un recours massif à l'emprunt, ce qui a engendré une dette abyssale, une augmentation des frais financiers et donc des dépenses de fonctionnement, et une diminution corrélative de l'épargne disponible pour l'investissement. Je le rappelle encore, et cela figure à la page 4 de votre budget, le montant de la dette est en 2018 à Marseille de 2064 € par habitant, soit quasiment le double de ce qu'il est dans les villes comparables, soit 1198 par habitant. D'ailleurs, les agences de notation considèrent que le poids de la dette est élevé, chacun appréciera ce doux euphémisme. Malgré cet endettement colossal, cela fait bientôt 10 ans que le niveau des dépenses d'équipement que vous réalisez dans notre ville chaque année est très nettement inférieur à celui pratiqué dans les villes d'une strate démographique comparable. Il faut en effet remonter à 2007 pour trouver un niveau d'investissement supérieur à Marseille. Cela représente des centaines de millions d'euros de déficit d'investissement cumulé dont la ville n'a pas bénéficié. Cette année encore, le montant des dépenses d'équipement sera de 197 malheureux € par habitant, alors qu'il est quasiment 2,5 fois plus élevé dans les villes comparables, soit 483 € par habitant. Loin de revenir à une gestion orthodoxe, réaliste et économe des deniers de la ville, vous avez aggravé la situation usant de tous les subterfuges. Vous avez dû au final recourir aux emprunts. Ils contribuent à améliorer les résultats, mais en trompent l'œil, puisque ce type d'emprunt suspend la charge de remboursement du capital pendant sa durée. Le remboursement en capital de l'emprunt en dépenses d'investissement s'en trouve donc diminué d'autant. Mais le remboursement, in fine, nécessite un effort d'épargne considérable. C'est donc un risque susceptible de générer de nouvelles hausses de fiscalité. Si vous vous félicitez de constater une toute relative stabilisation du montant du remboursement de la dette en capital à 171 millions d'euros en 2018, celui-ci grimpera obligatoirement à 234 millions en 2022 à cause de ces emprunts in fine. Après les emprunts in fine, vous avez eu recours au partenariat public-privé pour financer la rénovation du stade Vélodrome. Le partenaire, s'il réalise les travaux de rénovation et entretient l'équipement pendant la durée du contrat, il en assure aussi le financement à des taux bien supérieurs à ceux pratiqués par les organismes de prêt habituels. La rémunération des actionnaires par le biais des intérêts servis à la dette subordonnée a ainsi alourdi la facture de 93 millions d'euros sur la durée du contrat. 2 fois le budget nécessaire pour rénover entièrement le parc sportif de la ville. 2 fois. Un PPP s'avère donc en réalité une opération très coûteuse. Malgré la mère expérience du stade Vélodrome, alors que la Cour européenne, ça c'est votre référence, ça, l'Europe, eh bien la Cour européenne des comptes critique vivement le recours à ce type de contrat très dispendieux, eh bien malgré tout vous récidivez. Cerise sur le fiasco, vous avez décidé de financer la reconstruction des écoles GEP par le biais d'un contrat de partenariat évalué à plus de 1 milliard d'euros et dont la redevance pèsera de manière insupportable sur les finances communales au point d'obérer toute possibilité de travaux d'investissement dans les 400 autres écoles non concernées par le projet, sauf à recourir à nouveau à la hausse de la fiscalité. Comme aurait dit Ronald Reagan, pas père de mots, encore que, peut-être que Bernard il aurait pu le dire. Ce n'est donc pas demain que vous descendrez du dos des Marseillais et que vous sortirez vos mains de leurs poches. Dans un tel contexte, ce choix irresponsable mobilise toute la profession, l'opinion publique et les contribuables marseillais vont debout contre l'aboutissement de ce projet qui devrait voir le jour en 2019.
Monsieur Blum, permettez-moi de vous souhaiter d'ores et déjà beaucoup de courage, car le budget 2020 risque d'être difficile à équilibrer, d'autant que la loi de programmation des finances publiques couvre la période 2018-2022. Mais ce ne sera plus votre problème, ce sera celui des Marseillais. Votre proposition de budget 2018 n'est qu'une aride suite de chiffres, une comptabilité de boutiquier. On y cherche vainement l'expression de vos choix politiques, d'un projet global et cohérent, d'une vision. Rien, ou si peu, sur les conséquences de la contractualisation prévue par la loi de programmation sur les finances publiques et surtout ses conséquences sur les gestions des finances communales. Rien sur les capacités de la ville à les supporter et sur la stratégie financière à mettre en œuvre. Rien sur les priorités opérationnelles de la majorité, que ce soit en fonctionnement, mais surtout en investissement. Et je pense bien sûr, encore une fois, aux 400 écoles non concernées par le projet de contrat de partenariat notamment. Rien sur les moyens que vous envisageriez de leur affecter. Rien sur la prospective financière dans laquelle s'inscrit nécessairement le budget 2018. Aujourd'hui, comme en 2016 et en 2017, il s'agit encore de gérer la pénurie dont vous êtes responsable. Aujourd'hui, vous nous proposez encore de nouvelles économies de fonctionnement. Ces dépenses comprennent notamment tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des services et notamment le petit matériel, les fournitures, les matériaux, l'eau, l'électricité et les combustibles. En revanche, rien sur des mesures pérennes telles qu'un plan d'économie d'énergie, notamment en matière d'éclairage public qui s'inscrirait dans une démarche de développement durable. Il s'agit de dépenses quasi incompressibles et qui conditionnent la qualité de service rendu par la collectivité aux administrés ainsi que les conditions de travail du personnel. Alors, il est vrai que de plus en plus d'agents de la police nationale paient sur leurs propres deniers du matériel indispensable à leur sécurité. On en est là au ministère de l'Intérieur. Alors peut-être que les agents de la ville devront venir et devront se mettre en marche, eux aussi, et devront venir avec leurs fauteuils, leurs stylos, leurs papiers, leurs photocopieuses pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. L'agence Standard & Poor's souligne dans son analyse de mai 2017 que la croissance des dépenses de fonctionnement devrait se situer à 1,6% par an, en moyenne pour la période de 2017-2019, alors que votre budget 2018 table sur une croissance de 1,2%, compatible avec les exigences de la loi de programmation. Nous verrons ce qu'il en sera de l'exécution, c'est-à-dire de la réalité, à condition que les résultats ne soient pas maquillés par un non-rattachement des charges à l'exercice, comme vous le pratiquez depuis plusieurs années et que la Chambre régionale des comptes vous reproche depuis 12 ans, au même titre que la non-inscription des restes à réaliser en investissement. Pour ce qui concerne l'investissement, il diminuera de manière drastique, de près de 8 millions d'euros, alors que les dépenses d'équipement sont déjà inférieures à celles des villes de la même strate démographique. Ce n'est évidemment pas à la mesure des immenses besoins des Marseillais à cause du retard que vous avez accumulé dans tous les domaines, et notamment dans celui de l'entretien, la réparation et la construction d'établissements scolaires et sportifs. Vous êtes incapable de mettre de l'ordre dans les finances communales et de les gérer avec rigueur. Vous êtes incapable de cesser de dilapider les impôts de nos concitoyens, incapable de rendre aux Marseillais les services et la qualité de vie qu'ils sont en droit d'exiger d'une municipalité qui les assomme d'impôts. Le projet de budget que vous nous soumettez, monsieur le maire, ne nous rassure en rien sur le traitement de cette urgence que constitue le quotidien du peuple historique de Marseille et sur l'avenir de notre ville. Par conséquent, notre groupe votera contre son adoption.